à chaque fois que j'ai une interaction avec un prospect avec qui ils m'ont mis en relation, comme c'est de la vente complexe, je les tiens au courant. Il y a toujours un remerciement, etc. Et donc forcément, tu restes en tête, t'es top of mind. Et en fait, il y a plein de deals qui stagnent. En fait, c'est pas une question de ton produit qui est pas bon, c'est pas une question de technique, même si on a envie de vendre nos prestations, donc on dit que t'étais pas bon en vente. Parfois, c'est juste une question d'influence. Tu manques en fait d'influence. Et les partenariats, c'est ça. C'est principalement comment des gens vont influencer. Et ça, c'est un truc qu'Alexandre m'a dit et que j'ai retenu, c'est que en fait, plus tu as une stratégie de partenariat solide, plus tu as plein de gens qui vont commencer à parler de toi. Et surtout qu'il y a la dimension humaine, je trouve, qui est hyper importante. Je dis pas qu'elle est moins importante sur la partie sales, parce que je le dis beaucoup que la vente, c'est une dimension humaine. Est-ce que la personne a envie d'avancer avec toi? Mais dans le partenariat, je trouve que c'est beaucoup plus fort. C'est vrai que tu parlais d'une boîte canadienne, mais je trouve qu'en France, il y a très peu d'équipes de marketing qui ont ça en tête, qui sont capables de se dire je crée pas du contenu en dehors juste pour la brand et juste pour générer des leads. Je suis aussi en capacité de créer du contenu pour mes commerciaux, pour être bon en nurturing. Parce que j'ai compris qu'il y a des cas où la dimension webinar est une bonne chose à faire avec un partenaire. Dans d'autres cas, c'est une perte de temps. Et il faut peut-être plus être sur une logique de projet. Et donc, c'est une autre manière d'animer les choses, quoi. Vous le savez, podcast dédié au partenariat, forcément mon sujet de prédilection. Mais quoi de mieux que de s'ouvrir aujourd'hui, notamment à d'autres départements et celui de la vente, pour justement comprendre quel est l'impact sur ce dernier et puis voir ce dont ont besoin nos amis vendeurs. Et donc pour ce faire, j'ai une grande experte de la vente B2B à mes côtés, Laetitia Fall. Merci d'avoir accepté l'invitation, Laetitia, et puis je suis ravi de te recevoir. Merci en tout cas de m'avoir invité, très cool. Et hâte de parler de ce sujet. Top. Écoute, comme toujours, je demande toujours à mes invités de se présenter, donc je te laisse la parole. Yes, du coup, moi je suis Laetitia Fall, je suis consultante en stratégie commerciale depuis quelques années. Du coup, j'accompagne les boîtes principalement sur la partie closing. Je garde quand même une partie très terrain, donc j'ai toujours une mission que je garde vraiment sur de la partie vente pure pour continuer à être à jour. Et au-delà de ça, effectivement, j'apporte des conseils à essayer de faire en sorte que les gens convertissent plus, mieux, accélèrent le process de décision de leurs prospects. Et du coup, voilà. Super. Écoute, je sais que tu as un podcast aussi, ouais. Tu produis beaucoup de contenu, si tu peux nous en parler, puisque ça amène beaucoup de valeur. En tout cas, moi, je vous invite à le suivre aussi, c'est vendu.fr. Exactement, j'ai lancé un podcast vendu dans l'objectif de créer un peu, comme toi, du contenu francophone qualitatif sur nos sujets. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que j'invite des experts, en fait, à parler. Je les challenge, je les chahute un peu parce que, effectivement, j'ai aussi de l'expérience de mon côté pour apporter, en fait, effectivement, les meilleures stratégies de closing. Donc, évidemment, podcast, newsletter. Et du coup, dernièrement aussi, également, j'ai lancé ma chaîne YouTube où là, du coup, j'aborde un peu les choses de manière un peu plus, on va dire, un peu plus moins sérieuse, où effectivement, je prends des scènes, notamment de films, et du coup, ça me permet de parler de closing, de vente, etc. Voilà. Et je fais aussi, j'aime bien faire ça, des vrais reviews. Alors, quand les gens acceptent de me donner des rendez-vous commerciaux, mais je fais des vrais reviews en fait, de rendez-vous commerciaux, et ça marche pas mal parce que du coup, les gens puissent voir en réel comment un commercial ou un fondateur gère une vente. Et du coup, moi, je décrypte soit en live, soit j'ai déjà regardé le call et du coup, j'en tire des conclusions, quoi. Ok, tu notes, tu conseilles. Et puis, exactement. Ok, super. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, puisque tu as fait quand même beaucoup de choses, tu as fait un peu de partenariat, tu as fait beaucoup de ventes aussi, tu as créé des choses aussi par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, bien sûr. Du coup, moi, déjà, je viens du monde de... Alors, déjà, au tout début, je viens pas du tout du monde de la vente. Je n'ai pas fait d'école de commerce, etc. Moi, j'ai appris la vente en cofondant une boîte qui s'appelait C-Cube, que j'ai cofondée avec 3 autres personnes. Et du coup, moi, j'étais évidemment, comme tout cofondateur, en tout cas, sur la partie commerciale, donc le premier sales de la boîte. Donc, cette boîte-là, elle m'a pris à peu près 7 ans. On a poussé cette boîte jusqu'à 60 collaborateurs. Et donc, ensuite, très vite, j'ai eu une équipe commerciale. J'ai eu, du coup, 2 modèles économiques. Globalement, la boîte, on aidait les boîtes à recruter des jeunes en stage, en alternance et en premier emploi. Donc, on faisait des forums virtuels de recrutement. Et donc, nos cibles, c'était les entreprises. Donc, on est plutôt sur du mid-market et de l'entreprise. Et les écoles, les universités. Donc, forcément, à un moment donné, j'ai eu 2 types de sales, 2 types de process de vente, etc. Donc, ça, c'est une boîte qu'on a revendue à Hello Work. Donc, après une intégration, j'ai décidé de prendre une pause. Et ensuite, très vite, j'ai lancé ce podcast
podcast en me disant je vais partager un peu ce que j'ai mis en place, voilà, parce que je trouvais qu'il y avait à cette époque-là, c'est moins vrai aujourd'hui, mais beaucoup moins de contenu sur le sujet de la vente. En tout cas, moi, je cherchais des contenus et en fait, j'allais beaucoup plus voir ce qui se passait à l'international. Et donc, j'ai lancé ce podcast-là et ça a été l'opportunité, en fait, de créer, du coup, la boîte vendue parce que, du coup, les personnes m'ont demandé de les accompagner. Et du coup, jusqu'à maintenant, j'accompagne des équipes commerciales, des fondateurs, du coup, à augmenter leur taux de closing, etc. Donc, voilà. Donc, je partage mon temps entre des missions pures opérationnelles où je vais du coup générer des clients pour les boîtes que j'accompagne, soit effectivement conseiller, donc la dimension de conseil, et puis aussi création de contenu, quoi. Donc voilà. Top. Non, mais beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et quand tu avais justement créé ta société à l'époque, comment tu jugeais, comment tu t'as bossé les partenariats à ce moment-là? En fait, nous, on était une boîte B2B, B2C, dans le sens où, alors c'est un modèle, le pur modèle. Aujourd'hui, si je devais refaire une boîte, je le ferais pas, je choisirais pas ce type de modèle, dans le sens où, pour réussir ta boîte en B2B, il faut que tu aies en fait une acquisition côté B2C qui marche, parce que pour que les boîtes recrutent les bonnes personnes, il fallait qu'on ait du coup les bonnes personnes en face. Donc du coup, moi, je m'occupais plus de la partie B2B, mais il y avait aussi également une partie B2C. Et donc, les partenariats pouvaient se jouer dans les deux. Sur la partie B2C, c'est assez évident. Au départ, on n'avait pas du tout un modèle économique avec les écoles. C'était plutôt, on donnait la plateforme gratuite aux écoles pour qu'elles puissent organiser leurs propres événements en fait, sur notre plateforme, ce qui permettait de faire venir des étudiants. Et donc, du coup, nous, d'avoir en fait des étudiants, par exemple, de super écoles qui intéressaient les boîtes qu'on targetait et pour qu'ils puissent venir en se disant, en fait, c'est hyper intéressant parce que là où j'allais... payer un forum par forum, aller dans chaque école, etc. Avec C-Cube, je peux avoir en fait sur un événement ingénieur, dev ou bien fonction support, le top 10 d'écoles de commerce. Parce que du coup, on avait HEC qui faisait son événement gratuitement, ESCP, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était une première manière de faire des partenariats et du coup d'avoir en fait de l'impact sur la partie sales. Et évidemment, la deuxième chose qu'on pouvait avoir aussi également en termes de partenariat, c'est que les écoles avaient aussi également des partenaires entreprises. Donc notre acteur principal, enfin le persona en tout cas, c'était les responsables relations entreprises, du coup, qui devaient faire en sorte de mettre en relation leurs jeunes avec des entreprises. Donc ces gens-là, ils travaillaient avec plein de boîtes. Et moi, même, j'avais été responsable relations entreprises d'une école qui s'appelait Epitech, donc je connaissais très bien le job. Donc mon objectif, c'était de mettre en place des partenariats avec les entreprises, ce qui est extrêmement facile parce que t'as rien à leur vendre, t'as juste des jeunes à leur filer, et surtout c'est dans une bonne école avec des jeunes qui sont recherchés, c'est assez facile. Donc on avait des partenariats avec Microsoft, avec EDF, Engie, etc. Et donc, du coup, en fait, les écoles étaient capables, en fait, de nous faire aussi la promotion de notre plateforme en disant, en fait, ils bossent avec C-Cube, donc ça veut dire que c'est une bonne plateforme. Mmh. Et donc, du coup, pour nous, c'était une bonne manière, en fait, de pouvoir générer du lead aussi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, on disait souvent, en termes, il y avait une différence entre user côté entreprise et clients. Ça veut dire que globalement, on avait, à la fin de la boîte, on avait environ 10 000 entreprises qui utilisaient C-Cube pour recruter des jeunes. Pas 10 000 clients. Mais du coup, ça veut dire que ces entreprises venaient des partenariats écoles. Et donc, du coup, nous, on avait un vivier énorme en tant que sales de se dire, en fait... par rapport à nos critères, notre client idéal, quelles sont les boîtes qu'on va cibler? Parce que dans les 10 000, il n'y avait pas tout le monde qui était intéressant. On avait des critères précis qu'on va aller targeter parce qu'ils utilisent déjà notre plateforme et qu'on va du coup proposer nos produits payants, etc. En accompagnement plus dédié, quoi. Exactement. Et comment tu gérais ça à l'époque? C'était toi qui le gérais? Tu avais quelqu'un de dédié dans l'équipe? Pas du tout. C'est le problème, je pense que tu connais ça en France, il n'y a pas forcément de personnes dédiées sur le sujet. Sur les parties partenariat école, on a eu à peu près tous les sujets. C'est-à-dire que ça pouvait être ce qu'on appelait une CMO. À un moment donné, on a eu une personne qui était dédiée à la partie partenariat école, mais qui faisait plein d'autres choses, donc qui n'est pas dédiée que sur ça. Et surtout, on a mis du temps à ce que ce soit bien géré parce que en fait, tu peux avoir une personne qui développe des partenariats écoles. Donc ça, c'est cool. Mais que derrière...
l'équipe commerciale exploite à 100% les opportunités, ça c'était une autre affaire. Parce que du coup, quand on est directeur commercial, responsable commercial, en tout cas d'une boîte, on a plein de canaux d'acquisition à gérer. On a, surtout à l'époque, maintenant c'est un peu différent, ça a changé beaucoup, mais on peut avoir les emails, le téléphone, les salons. À l'époque, on prospectait, on se déplaçait beaucoup. Le referral et aussi également la partie lead qui pouvait arriver des partenariats écoles. Donc, je l'avoue, en fait, à cette époque-là, on n'avait pas un truc hyper structuré. C'était un mode, on pick and choose un petit peu. Et en fait, notre canal principal, on va dire, c'était beaucoup l'email et le téléphone. Mais aussi parce que c'était une période où ces canaux étaient simples. On avait beaucoup de résultats. Moi, j'ai commencé, on va dire, la partie outreach, cold email automatisé en 2015. C'était... cette boîte, je l'ai confondue en 2014. Donc 2015, on générait, je ne sais pas, avec une campagne, tu pouvais générer 15-20 rendez-vous par semaine. Donc en fait, la partie partenariat, c'était un peu du plus, jusqu'à que les années ont avancé, que de plus en plus de personnes utilisaient la partie téléphone et la partie mail. Donc plus tu es nombreux, plus le gâteau est plus petit. Et donc forcément, les partenariats sont devenus en fait une opportunité. Aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, j'ai une mission principale où j'ai décidé que le canal principal, ce soit les partenariats. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce segment-là, j'ai aucune possibilité d'aller chercher des rendez-vous d'une autre manière. En direct, quoi. Exactement. Ou très, très compliqué. Ah, mais je te rejoins. Moi, je le vois sur la partie partenariat. Globalement, c'est vrai que quand tu fais du cold calling, de l'emailing, c'est là où tu actives rapidement, en tout cas, tes prospects, puisque forcément, tu es en engagement direct avec eux. Quand tu vas travailler un écosystème, ça prend plus de temps. Après, moi, c'est ce que je défends, que c'est sur le long terme, en tout cas, les résultats, je trouve, sont exponentiels et explosifs. Mais en tout cas, très curieux, là, sur ta nouvelle expérience, pourquoi, justement, tu fais appel qu'au partenariat et qu'est-ce que tu es en train de mettre en place ? En fait, là, dernièrement, ça fait maintenant presque 1 an que j'aide une boîte, en fait, qui est early stage, donc inconnue au bataillon, qui fait de l'analyse prédictive. En gros, elle accompagne des boîtes à anticiper l'ensemble de leur activité en essayant d'identifier qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et grâce à l'IA prédictive, aujourd'hui, c'est simple de le faire. Sur de la data, tu veux dire Ouais, okay. Exactement. En fait, aujourd'hui, ce qui est connu, c'est l'IA générative, donc ChatGPT, Claude, etc. L'IA prédictive, on est encore très au début et surtout avec une grosse crainte. C'est-à-dire que c'est généralement des boîtes qui font ça, c'est des boîtes avec beaucoup de data scientists qui ont une donnée très structurée et qui peuvent commencer à avoir des résultats, etc. Bon, c'est une boîte assez classique de profil tech, des docteurs, etc., hyper brillants, qui ont fait de la R&D pendant je ne sais pas combien de temps. Ils ont un produit, mais du coup, ils ne savent pas le vendre. Donc forcément, ils ont fait appel à moi pour les aider, en tout cas, à aller chercher leurs premiers clients. Et donc très vite, en fait, je vais commencer par ce que je sais faire le mieux, parce qu'effectivement, ma première boîte, on va dire que je l'ai quand même pas mal développée grâce à la haute demande. Et donc, je me dis, bon voilà, je vais mettre en place des stratégies, d'aller déjà, tout début, aller faire appel à mon réseau. Deuxièmement, la partie email et la partie cold call. Très vite, je vois que en 3 mois, je me dis, en fait, j'ai généré pas mal d'opportunités, mais principalement grâce à mon réseau. Mais bon, voilà, c'est pas un canal prédictible. Le jour où je pars, la boîte ne peut plus rien faire. Donc, mon objectif, c'était quand même de mettre en place un canal qui permette de générer des leads qualifiés. Et en plus, surtout, ce qui est complexe, c'est que c'est une boîte early stage. Donc, tu n'as pas encore une définition de ton ICP hyper claire. Donc, tu tâtonnes sur plein de choses. Déjà, quel est le meilleur client pour toi ? Quel est le meilleur canal pour toi, etc. En plus de ça, on est dans un contexte où l'IA, tout le monde en a un peu ras-le-bol. C'est-à-dire que si tu prends ton téléphone et t'appelles quelqu'un et tu lui dis que tu as une solution et tu mets le mot IA, tu peux avoir plein de chances que les gens te raccrochent au nez parce que vous êtes la 10e personne qui m'appelle et qui me parle de votre solution, vous pouvez m'aider à faire ça grâce à l'IA. Donc, tu as un contexte où, en fait, et surtout, nous, on fait de l'IA prédictive à un niveau assez élevé, mais il y a plein de boîtes qui se targuent de faire la même chose. Mais donc ça te dessert aussi d'un côté, voilà, parce que tu es en compétition avec des gens qui disent de faire la même chose comme toi, mais toi, tu as le vrai produit. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas dire à une boîte sur un mail, sur un cold call. Il faut qu'elle puisse discuter avec toi pour que tu lui montres, en fait, un peu la différence. Donc, j'étais un peu bloquée. Et donc, en fait, je me rends compte, je me dis, mais là, en fait, j'ai pas de
j'ai aucune possibilité d'aller générer des deals un peu autrement. Donc évidemment, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. Il y a le côté événement physique, notamment il y a pas mal d'événements en ce moment autour de l'IA. Et donc, il y a une personne qui teste ça, un contact de la boîte. Sauf que, bon, en fait, encore une fois, c'est un peu... Je ne sais pas si tu as connu la période du big data. Mais à chaque fois qu'il y a une nouveauté en fait, technologique, oui, les boîtes viennent pour en savoir plus, etc. Mais ce n'est pas forcément des boîtes qui sont prêtes à y aller, etc. Donc, parfois, tu peux dépenser beaucoup d'argent pour assister à ces événements-là, parler avec des gens qui disent « Non, mais moi, je suis venu pour voir une conférence, je n'ai pas envie de discuter, je n'ai pas forcément envie de prendre un rendez-vous. » Et donc, forcément, il y a la question du partenariat qui vient assez vite, et notamment un des fondateurs qui est quelqu'un qui a qui a un bon réseau et qui me dit, en fait, je pense on pourrait prendre cette piste-là et aller chercher en fait des partenaires. Et à ce moment-là, il se pose la question, ouais, mais quel type de partenaire? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de partenaires qu'on peut avoir. Il y a des partenaires produits, partenaires assez classiques d'apport d'affaires, partenariat business, en fait, où on essaye de comprendre avec notre modèle économique comment on pourrait merger nos modèles économiques en complétant l'offre de quelqu'un. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Et donc, en fait, je me dis, bon, en fait, on va tester avec différents types d'acteurs et on va, du coup, faire des rendez-vous là-dessus. Et donc, très vite, moi, je commence à me dire, bon, je fais une segmentation en allant chercher des intégrateurs de solutions. Je vais aussi chercher des boîtes qui ont des logiciels qui ont des gros clients, mais n'ont pas des équipes techniques ni l'argent pour développer l'IA. Je me rends compte, je me dis, mais en fait, ces boîtes-là, dans quelques temps, elles sont mortes, quoi. Et leurs clients vont aller chercher des solutions, soit IA native, etc. Deuxième chose, il y a aussi des hébergeurs. Des gens qui, du coup, aident les boîtes à structurer leurs données, à sécuriser leurs données, notamment avec l'IA, il y a quand même cet enjeu qui est important. Et du coup, on va dire que c'est une commodité, en fait. Tu ne te réveilles pas le matin de te dire, moi, je vais passer d'Amazon à OVH. Enfin, tu vois, genre, tu es en mode, genre, tu as un acteur, tu as un acteur. C'est comme ça, donc, quand tu as un hébergeur un peu moins connu, tu dois proposer des choses supplémentaires, améliorer ton catalogue pour les boîtes. Et autre type d'acteurs, c'est plutôt des grands groupes qui accompagnent des boîtes sur la question de la donnée, mais il leur manque en fait cette dimension IA prédictive. Bref, en tout cas, je vois plein d'opportunités. Et bah, du coup, en fait, ensuite, c'est les tester. Et donc, bon, après, là, c'est un métier de sales, hein, c'est pareil, tu vas prospecter, il n'y a pas de différence. Sauf que, voilà, on n'a pas un produit direct à vendre. Et donc, du coup, en fait, très vite, ce qui se passe, c'est que je présente un peu ce qu'on fait. J'essaie de comprendre, en fait, surtout, c'est quoi les écueils, c'est quoi les manques qu'il peut y avoir, c'est quoi les synergies qu'on peut avoir ensemble, et d'essayer de proposer des choses très rapidement et de voir comment ça peut marcher. Bon, forcément, il y a plein d'écueils. Hein. Il y a des choses parfois qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais du coup, voilà. On a mis en place, du coup, une stratégie aussi également avec des pôles de compétitivité. Et qui sont... Alors, du coup, cette boîte, elle est lyonnaise. Donc, les pôles de compétitivité, pour ceux qui nous regardent, c'est en fait typiquement des structures qui peuvent avoir plein de boîtes sur une région, etc. Et ils leur proposent, moyennant une adhésion, soit des conférences, soit des contenus, soit effectivement des mises en relation, etc. etc. Et donc, voilà, on a aussi également choisi stratégiquement des pôles de compétitivité avec très vite, en se disant, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? On savait qu'en fait, on était quand même un précurseur sur la partie IA prédictive. Donc, très vite, on s'est dit, en fait, nous, on peut vous apporter du contenu. Donc, on peut, par exemple, participer à vous aider à faire un contenu sur l'IA prédictive, comment les boîtes peuvent l'utiliser, sur quel usage, etc., etc. Et donc, forcément, ces pôles de compétitivité, ça leur permet d'être en avance. Et donc, très vite aussi, également, ça a permis, en fait, d'être mis en relation avec des boîtes. Et du coup, voilà. Donc, très vite, en fait, je me suis rendu compte, en générant des leads, par exemple, typiquement, avec ce pôle de compétitivité, je crois qu'on a généré 4-5 leads avec des boîtes. En fait, je les aurais jamais eu en direct. On est quand même sur de l'entreprise, du mid-market, etc. D'autres acteurs avec cet hébergeur dont je parle, on a du coup généré aussi 4 leads assez rapides, donc 2 qui ne sont pas intéressants, mais 2 qui sont très intéressants. Et donc très vite, en fait, on s'est dit, OK, nous, en fait, notre stratégie, notre canal d'acquisition, ça va être de l'indirect. Et donc là, maintenant, on est en mode comment on structure tout ça et surtout comment on catégorise tous ces partenariats, parce que là, je t'ai cité plein de cas d'usage. Qu'est-ce qu'on met de côté ?
qu'est-ce qui est trop chronophage, etc. Ouais, et la manière dont les bosser aussi est complètement différente. Complètement différente. C'est quoi ton regard justement? Toi, tu es plus sur la vente directe à la base. Quand tu es arrivé là-dessus, comment tu t'y es pris? Enfin, comment tu as réussi un petit peu à chasser ça, à te dire, Alors, tiens, là, c'est bonne chose. Forcément, c'est testé, mais comment tu t'y es pris concrètement? alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut toujours s'appuyer de gens qui l'ont déjà fait. Et donc, je me suis appuyée d'un ancien de mes collaborateurs de chez C-Cube, qui est passé dans ton podcast, qui s'appelle Alexandre Coquentin, qui est, Passe le bonjour. ouais, qui est le head of partenaire de Payplug. Je crois que ça génère 65% de leur chiffre d'affaires. C'est assez huge. Et voilà, il est assez incroyable. Donc, très vite aussi, je lui ai dit, écoute, toi et moi, il faut qu'on se parle. Tu as une super expérience. Du coup, explique-moi déjà, en fait. Et là où, par exemple, il m'a pas mal aidé, c'est justement sur cette catégorisation de type de partenariat, parce que il m'a permis de faire le tri. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, notamment avec, par exemple, les gros hébergeurs. On peut mettre en place une stratégie produit, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus moyen terme, long terme, et surtout qui est une stratégie. Est-ce que les équipes techniques sont prêtes à mettre du temps pour construire un produit avec ces acteurs-là qui permettent d'être intégrés un peu partout? Et ensuite, voilà. Bon. Ensuite, il y avait la partie plutôt partenariat avec des acteurs comme des pôles de compétitivité. Il y a les partenariats institutionnels. Et le fait qu'il m'ait permis en fait, d'avoir cette réflexion, de poser ça, bah, ça m'a permis, enfin, évidemment, c'est des réflexes sales, de segmentation, de me dire, en fait, mon objectif, c'est comment je vais le plus vite possible. Qu'est-ce qui va m'apporter des leads plus rapidement, me faire perdre moins de temps, et surtout, comme on n'a pas une équipe dédiée, pour l'instant, on n'a personne qui est dédié. Bah, en fait, comment on fait pour... il faut aussi également des partenaires qui sont faciles à animer. Il faut pas se mettre dans une machine assez grosse. Et aussi également, un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, c'est commence petit et surtout élimine très vite. En gros, si un partenariat, tu vois que ça patine trop vite, ça patine trop, on arrête. Le nombre de gens qui sont prêts à travailler avec toi, qui vont dire oui, ouais, je veux bien qu'on fasse quelque chose, mais il n'y a rien. Il y en a plein. Et je crois que ce conseil-là, c'est un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, parce que ça m'a permis de me dire, en fait, dès que je vois que très rapidement, il y a au moins des tentatives de l'autre côté, ça veut dire que ça vaut le coup que je mette du temps, mon énergie, etc. Évidemment, on est peu nombreux, donc, du coup, à gérer. Il y a un autre sales aussi également, où on se répartit un petit peu ça. Et du coup, ça veut dire aussi également faire des choix. Et ça veut dire aussi également de se dire je vais me concentrer sur lui et je vais du coup voilà. L'autre chose aussi également pour me dire comment j'ai un peu fait, moi j'ai une culture contenu parce que je crée quand même pas mal de contenu et donc je me suis aussi posé la question comment animer ces gens-là aussi également. Et donc du coup moi j'ai un peu deux choses. Alors un truc un peu qui est un peu on va dire inné d'une certaine manière, c'est que quand on me fait une passe D, j'ai toujours en fait ce truc-là en tête de toujours tenir au courant des gens. Et c'est assez basique, mais par exemple, je te parle de ce pôle de compétitivité, à chaque fois que j'ai une interaction avec un prospect avec qui ils m'ont mis en relation, comme c'est de la vente complexe, je les tiens au courant. Il y a toujours un remerciement, etc. Et donc forcément, tu restes en tête, t'es top of mind, ils continuent à t'enfiler. Et le deuxième truc, c'est la question du contenu. Donc par exemple, un des partenariats là, en ce moment que je suis en train de développer, c'est avec une boîte qui fait partie d'un grand groupe français et qui, eux, vont intervenir sur la partie accompagnement de leurs prospects, notamment sur des sujets de maintenance. Il leur manque cette brique-là, en fait, sur la partie IA. Nous, on va pouvoir les aider, en fait, sur cette partie-là. Et typiquement, le sujet, c'est comment je les anime avec du contenu. Et donc, le meilleur contenu, c'est des use cases. Et donc là, c'est là où je vais du coup mêler les fondateurs en disant, moi, en fait, j'ai besoin que vous me nourrissiez de use cases. Dans quelle situation c'est bien d'utiliser l'IA prédictive? Comment on l'a utilisée? Dans ce sujet-là de maintenance, quelles ont été les prérogatives? Comment on a trouvé les solutions? Quels résultats ils ont eus? Etc. Pour les nourrir et pour nourrir, eux, leur conversation avec leurs clients. Et donc, une fois par mois, l'idée, c'est pas de les envahir de contenu, mais une fois par mois, c'est de leur créer un peu une petite bucket list avec des contenus. Et notamment, j'ai demandé en fait, du coup, aussi aux fondateurs d'aller sur du podcast. Donc, il y a une personne aussi sur le marketing qui anime ça. Et donc, on a un podcast avec un fondateur qui parle d'IA prédictive, qui parle de use case, etc. Donc, ce contenu-là, il sert en fait la partie partenariat. Parce que si j'ai pas de contenu, j'ai juste moi qui va rappeler des gens, allô, est-ce que c'est bon? Et voilà.
Donc ça, c'est pour ce type de partenariat. Et puis, il y a des choses aussi très pragmatiques que j'ai fait. Je sais pas, tu me diras si c'est la bonne chose. C'est qu'il y a des acteurs, type de partenariat, où là, en fait, je vois qu'il y a un tel enjeu pour eux de bosser avec moi. Ça va leur apporter directement en fait, du business. C'est pas le cas pour tous. Les gens, ça va être plutôt sur moyen, long terme. Bah, du coup, en fait, je vais être très pragmatique. Je fais, écoute, on se pose, on regarde tes clients, on ouvre ton CRM, on regarde en fait avec qui tu penses qu'on peut faire quelque chose et on travaille sur une idée, une approche ensemble. Et j'ai quand même l'avantage d'être, entre guillemets, assez bonne en prospection, ce qui n'est pas forcément le cas parfois de mes interlocuteurs, et de leur dire, regarde, en fait, moi, je vais te proposer des approches qui peuvent être pertinentes, etc. Et généralement, ils sont friands de ça. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, la vidéo dans ma prospection. Et donc, tu vois, il y a des gens qui me disaient, mais en fait, non seulement, en fait, je suis en train de travailler avec toi, ça me permet d'avoir du business, mais en plus, je suis en train d'apprendre aussi également sur comment aborder soit mes clients ou soit des prospects, quoi. Ouais, donc tu les enseignes aussi, tu les conseilles un petit peu à côté. Bon, en tout cas, voilà, là, je t'explique un peu comment parfois ça s'est passé. Parce que tu peux avoir des acteurs qui disent, bah, moi, mon objectif, là, c'est d'aller chercher de nouveaux prospects ou de faire de nouveaux business avec nos clients. Et en fait, parfois, souvent, les gens, ils ont des problèmes d'approche. Tu peux pas juste appeler ton client en disant, j'ai quelque chose d'autre à vous apporter. Donc, comment tu peux les approcher? Et là, du coup, bon, bah, c'est mon côté un peu créatif où je peux leur apporter des idées là-dessus. Voilà. Et là, sur cette dernière catégorie, c'est-à-dire ils intègrent ton produit ou tu arrives ensemble pour vendre quelque chose auprès de leurs clients existants? Là, cette dernière catégorie, ils utilisent notre solution pour faire en fait du chiffre en plus. Donc c'est forcément plus simple d'arriver dans une posture de dire, bah, tu as un objectif commercial à réaliser toi-même. Nous, on est une brique qui te permet en fait de faire de la vente additionnelle. Donc bah, viens, on regarde ton CRM. Et moi, mon objectif, parce que c'est ça qui est un peu, je trouve, complexe dans la partie partenariat et que j'ai découvert, c'est que pour que ça marche, il faut que la personne en face, toi, tu peux être très au clair sur ton client idéal, mais la personne, elle a autre chose à faire de comprendre c'est qui ton client idéal. Elle a son propre client idéal, elle sait comment son client, c'est quoi ses enjeux, etc. Mais toi, il faut que tu sois très clair là-dessus en disant, lui, non, voilà pourquoi, et lui, oui, et voilà pourquoi. Et donc ça a été aussi beaucoup un exercice qu'on continue à faire, c'est comment on clarifie et que la personne se dise, ok, en fait, je sais que ce genre de client, par contre, on a des critères très, très précis. On sait que les boîtes avec lesquelles ça marche le plus, notre solution, c'est des boîtes où il n'y a pas beaucoup de data scientists. C'est une question assez importante, tu vois. Et genre, du coup, ton partenaire, il ne va pas essayer d'aller vérifier sur Sales Navigator le nombre de data scientists qu'il y a. Donc, on va lui donner, en fait, un autre critère qui va lui permettre de comprendre. On n'a pas forcément d'industries qui sont prioritaires, etc., mais on a des contextes. Et donc, moi, j'aime bien dire, en fait, les industries, c'est bien, mais le plus important, c'est les contextes. Donc, il faut que je discute pas mal avec eux pour leur dire, bah, tu vois, ce genre de boîte, pourquoi ça peut marcher? Parce que quand les boîtes ont ce type de problème ou sont dans ce contexte-là, ça fonctionne parce qu'on peut les aider comme ça. Donc voilà. Donc quand elles ont besoin de faire de la vente additionnelle, c'est assez simple. Franchement, je l'ai fait un peu de manière naturelle. Viens, on se pose, on prend une demi-heure, on parle de tes clients, etc. Et on voit comment on peut faire des ventes additionnelles et comment je t'accompagne. Et quand c'est comme ça, tu parles aux sales, aux partenariats Généralement, c'est les sales managers. Et en fait, par exemple, là, je pense à un acteur où ça a patiné. Pour le coup, j'ai pas lâché. Et c'était pas mal. Mais par exemple, tu vois, tu sens parfois qu'il y a des gens, t'es pas leur priorité. Et du coup, là, j'ai utilisé un peu ce que je fais un peu dans le sales, où tu sais, parfois, t'as des deals où t'as besoin de savoir si c'est oui ou c'est non. Et du coup, là, c'était un sales manager où la direction était OK. La direction avait envie. Ils se disaient, oui, on a des choses à faire avec lui. Mais le sales manager, il a ses objectifs. Et en fait, moi-même, j'ai été directrice commerciale. Donc moi, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit, écoute, on va faire du business ensemble, t'inquiète, ça va être cool. Si tu vas pas montrer au début que je vais générer du chiffre, bon, bah, je vais d'abord faire confiance à ce que je sais faire. Voilà. Donc, je vais peut-être pas te faire confiance tout de suite, etc. C'est toujours ce moment-là, en fait, qui est assez compliqué. C'est comment tu te dis, non, viens, on fait les choses ensemble. Oui, ça peut prendre du temps, mais ce temps-là, il va être rentable. Donc, par exemple, avec ce sales manager, en fait, à un moment donné, je sentais que il n'y a pas forcément confiance. Je lui ai dit de la même manière, je fais, écoute, j'ai l'impression que voilà, il y a une volonté globale de vouloir y aller, mais j'ai l'impression que tu n'as pas forcément confiance ou que tu te dis que c'est peut-être une perte de temps. Comment moi je peux te rassurer là-dessus? Voilà. Et c'est là où en fait on est arrivé à un point, il fait, ouais, moi j'ai besoin de faire du chiffre, etc. Et j'ai besoin en fait que ce soit assez clarifié. Et je lui dis, bah, écoute, plutôt de tourner autour du pot, viens, on prend ton CRM, on attaque 2-3 clients et on voit comment on fait. Avec eux, on a commencé par un webinar.
Je trouve que c'est une manière assez simple de démarrer, ce qui a permis en fait, nous déjà en fait de structurer notre discours, de faire ce travail aussi également de réflexion en se disant à qui on va adresser ce webinaire dans un premier temps. Eux se sont occupés de faire venir du monde. Et donc, typiquement, en fait, les gens qu'ils ont fait venir, en fait, il y a des boîtes, je les aurais jamais eu encore une fois en direct. Du coup, un des fondateurs est assez fort. Donc voilà, donc ça a duré. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont forts, mais en plus synthétiques, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un webinaire qui dure longtemps. Et donc, lui, en 20 minutes, il a réussi à apporter de la valeur. Ce qu'on a beaucoup mis l'accent, c'est de parler vraiment de use case pour que les gens puissent se projeter. Et derrière, ensuite, en fait, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Non, c'est pas si simple que ça en vrai. Mais d'avoir des rendez-vous en plus avec les personnes. En vrai, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de relances à faire. En fait, c'est pas parce que tu fais un webinaire que les gens disent ouais, je suis intéressé. Entre les gens qui viennent et les gens qui viennent pas, du coup après tu as une stratégie à mettre en place pour relancer, pour travailler, etc. Puis tu as des gens qui étaient là un peu pour regarder la lumière, comment tu les actives, etc. Mais du coup voilà. Donc, ça c'est des choses qu'on a pas mal fait et je trouve que je le referais, mais pas dans tous les cas. Tu vois. J'ai compris qu'il y a des cas où la dimension webinar est une bonne chose à faire avec un partenaire. Dans d'autres cas, c'est une perte de temps. Et il faut peut-être plus être sur une logique de projet. Et donc, c'est une autre manière d'animer les choses, quoi. Ouais, alors moi, pour moi, tu touches beaucoup de très bons points là. Le premier, en tout cas, c'est ce que je vois dans ce que tu dis là. C'est, tu vois, tu parles de webinar, d'aider les sales, en tout cas d'attaquer quelque chose de manière indirecte. Donc, je vois beaucoup de porosité déjà. Où pour moi, ça, on parle souvent de département partenariat, mais qui est plutôt, selon moi, une stratégie d'entreprise à adopter. Et c'est souvent là où je trouve où le bas blesse, si tu veux, c'est qu'on dit tiens, je mets les partenariats autour de la vente pour amener du lead. Mais en fait, non, c'est tellement pour eux que ça va impacter toutes les équipes, soit derrière ton implémentation ou autre. Comme tu as dit, tu travailles peut-être avec des intégrateurs toi aussi, donc ça va totalement changer ta stratégie. Donc là, déjà, tu me parles de webinar, donc aussi un côté marketing, un côté vente ou autre. Donc déjà, je trouve que c'est le très bon point. Le deuxième, c'est ce que je vois aussi, c'est globalement sur ce que j'appelle plutôt du co-selling, tu vois, d'aller vendre avec tes partenaires et d'engager les sales. Souvent on a envie de montrer son produit, de dire tiens ça c'est génial, j'ai ça en fait, mais t'es pas en train de faire une démo à quelqu'un qui veut acheter ton produit, tu es là avec un vendeur qui veut faire plus de ventes et qui veut faire plus de chiffres, quoi. Et donc c'est comment est-ce que tu actives aussi ces personnes-là. Et ça, c'est super dur en fait. C'est dur, c'est chronophage aussi. Ouais. Donc, même moi j'aime pas trop ce modèle là, je t'avouerai. Okay. Parce que, en fait, j'ai eu une équipe commerciale. C'est déjà dur en tant que directeur commercial quand ils doivent référer et que c'est toi qui leur donne un variable, déjà de les motiver. Alors, si t'es pas leur directeur commercial, c'est un peu, justement, je trouve, la magie de Payplug. Ils ont une partie comme ça et je trouve ça incroyable. Ils le font très bien. Mais je trouve que c'est très, très dur de le faire. Mais ça apporte des résultats, etc. Mais du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que tu peux pas le faire avec plein de boîtes en fait, parce que tu peux pas activer une équipe sales de plein de boîtes à moins que tu aies une équipe dédiée incroyable. Mais comme en fait moi je fais à la fois la vente, etc., je suis dans une dimension full cycle, mon objectif c'est de générer des leads, etc., un volume de leads qui est pas forcément incroyable mais qui soit suffisamment qualifié pour qu'on puisse arriver à avoir des résultats. Du coup, il y a aussi un autre truc, par contre, quand je te parle de co-selling, par contre, je trouve qui marche bien, c'est entre produits. Là, par exemple, il y a un acteur avec lequel on est en train de mettre en place une offre avec un CRM assez connu, où, en fait, du coup, notre solution va augmenter, en fait, la capacité de ce CRM pour les clients de cette boîte. Et donc là, en fait, on a un peu un partenariat produit, mais du coup, on apporte tellement de valeur aujourd'hui, etc., que les sales, c'est assez évident. On n'a pas besoin de trop les activer parce que en fait, les sales sont en mode genre, ça manque au CRM qu'on a. Là, il faut qu'on ait cette solution-là. Donc, on va... En fait, on a construit une offre ensemble. Et ça, je trouve que ça plus intéressant que de dire à quelqu'un de vendre ta solution. Enfin, je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Non, mais clairement, après, pour moi, si tu veux, sur ce type de partenariat, quand tu intègres en tout cas ton produit et quand tu les imbriques, c'est ultra fort parce que globalement, ton ICP, il se rejoint et donc tu vas parler à la même personne. Exactement. Et donc tu vas être beaucoup plus puissant que si tu n'es pas intégré. Donc ça, je pense qu'à un moment, tu vois, il faut tester le marché. Moi, j'aime pas signer trop vite, aller trop vite, etc. Je pense qu'il faut tester et justement essayer et puis après y aller. Par contre, sur ce type de partenariat, à un moment, je pense qu'il faut y aller à fond. D'où le fait aussi, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu avais dit, Alexandre, sur ça, c'est rationaliser. Moi, j'aime bien aussi l'approche, toi, de contacter beaucoup de partenaires potentiels dès le départ. Donc, tu vois, moi, je suis un ancien chasseur aussi. Donc, en termes de prospection, j'aime bien me faire une bonne idée du marché. Par contre, après, engager vraiment et activer peu de partenaires pour être proche d'eux,
les aider et vraiment avoir quelque chose de qualitatif, quoi. Et surtout qu'il y a la dimension humaine, je trouve, qui est hyper importante. Je dis pas qu'elle est moins importante sur la partie sales, parce que je le dis beaucoup que la vente, c'est une dimension humaine. Est-ce que la personne a envie d'avancer avec toi? Mais dans le partenariat, je trouve que c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, c'est pas juste une personne qui a envie de ta solution et qui a envie de partir avec toi, ou sur lequel tu lui as fait, une personne à qui tu as fait un plan de succès. J'ai envie de dire, moi, je suis beaucoup une chasseuse. Donc, ça veut dire que même si ça m'a forcément, j'étais directrice commerciale, donc j'ai fait de l'account management, mais on va dire que je suis assez bonne sur la partie chasse. Du coup, à partir du moment où tu as embarqué quelqu'un, que ce soit sur de la vente complexe ou de la vente transactionnelle, la personne a dit OK, elle m'a convaincue, j'ai envie d'aller avec elle. Généralement, les gens achètent plus le sales que la solution. Mais en fait, ton job, il est terminé. C'est-à-dire que si la personne, il n'y a pas un fit incroyable, bon, elle a trouvé qu'il y avait un bon fit à un moment donné parce que tu t'es montré dans la meilleure, ta meilleure posture. Voilà, exactement. Le partenariat, c'est quelque chose de long terme. En fait, on travaille ensemble. J'aime bien en fait le voir, en fait, comme je trouve ça intéressant ce que tu dis, d'engager peu de partenaires, même si on t'en prospecte beaucoup. Ça veut dire que c'est une équipe en fait qui est... pour moi, ça fait partie... C'est une extension de ton équipe sales. Et donc, du coup, en fait, c'est des gens... je pense à un partenaire en fait, avec lequel on a envie d'y aller. C'est pas complètement... On pense qu'il y a des choses à faire, mais on ne sait pas si en fait, on va vraiment choisir, en tout cas, pas pour la vie, mais en tout cas pour un long moment. Et en fait, du coup, je sais que le fondateur me disait il n'a pas l'impression de savoir ce qu'il veut faire. Voilà. Et en fait, moi, je disais, écoute, en fait, c'est important qu'on qu'on prenne le temps de se dire, pas juste sur est-ce que on a des choses à faire ensemble, c'est bon, ça, on l'a validé. Voilà. C'est est-ce que ça peut fitter et comment, en fait, on se fait à sa personnalité. Parce que, effectivement, c'était quelqu'un de très exigeant. Mais pour moi, je sentais que c'est quelqu'un de très exigeant, mais quelqu'un, si ça marche, très loyal. Et ça, moi, ce que je décèle dans la partie partenariat, c'est que le plus difficile, c'est d'avoir des gens très loyaux sur lesquels tu vas pouvoir bosser sur 1 an, 2 ans, etc. Et en fait, j'ai eu un peu raison de persévérer en disant, en fait, les petits couacs qu'il y a pu avoir, mets-les de côté. Parce que moi, je sens que cette personne-là, à partir du moment où on trouve le bon fonctionnement ensemble, que nous, on s'adapte, qu'on trouve le compromis, c'est une personne sur laquelle on va pouvoir compter. Versus des gens où c'est le grand amour d'un coup, super, on peut avoir des choses, et puis ça retombe, quoi. Donc, effet soufflé, voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Mais moi, je le vois aussi, tu vois, là, il y a un partenaire là, dans une boîte là, que j'accompagne en ce moment où le fit, mais il est évident. On s'est parlé, on sait qu'on a du business à faire ensemble. Mais clairement, le timing, si tu veux, en termes d'agenda, notamment pour la personne qui est en face, il n'est pas bon, quoi. Donc, je ne vais pas aller le presser comme un citron en disant « Attends, là, il faut qu'on y aille, il y a vraiment du business. » Surtout que je pense qu'il y a peut-être plus de business, si tu veux, à aller chercher à un moment que sur de la vente directe avec ce qu'on pourrait faire ensemble. Néanmoins, je pense que si tu te grilles, que ce n'est pas le bon timing, en fait, tu perds cette relation. Donc là, même ce que je dis en interne, moi, de mon côté, c'est prenons le temps de structurer la chose. Alors, il faut amener aussi du dynamisme, hein, c'est comme dans la vente, tu t'arrêtes pas et il faut y aller, mais in fine, je préfère prendre mon temps, me mettre autour de la table et de le faire de manière très intelligente, plutôt de me dire là, je le presse comme un citron, il n'a pas envie d'engager, je vais le frustrer, émotionnellement, il ne va pas être engagé dans le partenariat, et en fait, on va arriver à rien, quoi. C'est ça qui, en fait, je dirais, me fait parfois être un peu, entre guillemets, schizophrène, parce que j'ai ma logique de sales en mode closing, du momentum, etc. Et j'ai la logique du partenariat. Il y a aussi cette question du momentum, mais effectivement, moi, je dois analyser à quel moment ce partenariat, je l'engage. Effectivement, là, l'acteur dont je te parle, ils étaient en train de faire une fusion, donc c'est clairement pas le moment, tu vois. Par contre, continuer à avoir cette relation, se parler de temps en temps, etc. Parce que je sais que quand on va s'engager, avoir quelque chose de... C'est quelqu'un même... la personne qui va gérer ce partenariat, c'est quelqu'un qui a un réseau incroyable, qui a une expérience de fou, qui connaît pas mal de gens et qui m'a déjà, dans des conversations informelles, donné des indications sur des targets que j'allais chercher en direct en disant « Écoute, ça sert à rien parce que je connais la culture de cette boîte, etc. » Donc, en fait, ça me donne un ton de me dire, en fait, cette personne-là, sois patiente. Peut-être que ce partenariat-là, ce sera peut-être pour janvier 2026. Écoute, ça sera pour janvier 2026. Mais en attendant, effectivement, et c'est pour ça que je trouve intéressant de dire... Il ne faut pas hésiter à aller chercher beaucoup de partenariats parce qu'en fait, les partenariats qui vont vraiment se faire au moment où tu veux le faire et surtout qui vont apporter des résultats,
Finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment au niveau de l'entonnoir, ça peut aller très très vite, quoi. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus et je pense que c'est là, parfois, il y a encore un peu une opposition sur de certains fondateurs. Comme tu as dit, en fait, aujourd'hui, tout va vite. Forcément, le paradigme a un peu changé avant entre croissance, maintenant rentabilité et autres. Mais très clairement, moi, je vois beaucoup qui se disent, bon, bah, voilà, on mesure, faut mesurer forcément, mais mesurer trop vite aussi, si tu veux. Et en fait, tu te rends compte que bah, non, ça prend du temps. C'est pas des choses que tu peux comparer peut-être facilement à de la vente. Ça vient, en tout cas, compléter un petit peu tout ce que tu fais dans ta boîte. Et voilà. Et donc, et moi, en fait, ce que je trouve intéressant, alors, parce que là, on est dans le cadre d'une boîte early stage. Donc, probablement que ton audience, ils ont peut-être des boîtes un peu plus matures. Mais en tout cas, je trouve que que soit une boîte early stage ou que tu veux lancer un nouveau produit ou être sur un nouveau marché, c'est à peu près les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Ce que je trouve intéressant avec les partenariats, c'est que moi, en tout cas, au-delà de la génération de leads, évidemment, c'est quelque chose que je traque. Mais ça nous a permis aussi également d'affiner. Pour moi, je trouve que c'est un excellent... Aujourd'hui, même si je suis sur une autre industrie où c'est plus facile de faire de l'email, du cold call, etc., je pense que je garderai vraiment ce canal-là. Parce que je trouve, en fait, que ça te force à être extrêmement clair sur ton ICP. Et on sait que la plupart des boîtes, leur problème, c'est que soit leur ICP, il est outdated, c'est-à-dire que ce qu'ils pensaient qu'était leur ICP, bon, l'ICP a évolué et c'est plus du tout ça. Soit c'est flou, c'est trop généraliste. Là, tu n'as pas le choix. Tu as en face des gens, si tu veux qu'en fait les gens engagent et s'activent, il faut que tu sois très clair sur qui tu cibles, pourquoi tu les cibles, dans quel contexte, comment les approcher, etc. Donc ça te pousse à faire ce travail-là et à être extrêmement bon là-dedans. Et voilà. Ça te pousse aussi également, je trouve, à créer des ressources. Et donc ce contenu, que parfois il manque trop dans les boîtes parce que, je caricature, mais les gens ils vont dire, bon, bah, si je fais de l'email, je vais utiliser ChatGPT pour faire mes séquences, je vais balancer ça, ou un script un peu douteux qui va permettre de faire du cold call. Là, quand même, tu dois avoir des gens qui doivent être fiers de parler de ta solution. Donc, tu ne dois pas passer pour un zozo. Donc, ça te demande aussi également d'être assez qualitatif sur ce que tu vas transmettre comme information, travailler bien ton pitch, travailler tes use cases. Du coup, tu vois, genre, on est une boîte early stage. Donc, pendant je ne sais pas combien de temps, cette boîte a fait de la R&D. On a commencé la commercialisation il y a à peu près 1 an. Du coup, on n'a pas pléthore de clients. Par contre, on a pas mal de use cases. Mais très vite, là où tu vois des boîtes qui mettent du temps à travailler leur use case, tu dis, vous avez des use cases, tu dis toujours, ouais, on a... Mais ils n'ont rien de construit. Bah, nous, très vite, on est obligé d'avoir en fait des choses qui sont rédigées, qui sont pensées pour se dire comment en fait un partenaire qui n'est pas sales de ma boîte puisse, 1, le capter et 2, le retranscrire, quoi. Donc, je trouve ça en fait aussi bien pour toute la partie structuration et la partie stratégie. Et aussi également, bah, ça nous a permis aussi également de travailler pas mal de contenu parce que, bah, en fait, on ne travaille pas que du contenu pour nos clients en direct, on travaille aussi du contenu pour nos partenaires en se disant comment je réponds à leurs objections. Et comme ils nous enfilent plein d'objections, parce que quand tu parles avec plein de partenaires, ils te posent plein de questions. Ouais, mais je comprends pas, mais comment ils font ça, mais pourquoi, mais est-ce que dans ce cas-là, ça marche? Et du coup, ça va très très vite, tu es obligé d'y répondre. Et donc, tu dis, bah, en fait, mon contenu, il est assez simple, en fait, parce que je vais essayer de répondre à ça. Et si je réponds à ça, bah, en fait, mon partenaire a les outils pour pouvoir y aller. Donc, je trouve ça vraiment... En tout cas, ça nous a apporté ça. Je trouve que, du coup, même si on est au début, je trouve que par rapport à d'autres boîtes, parfois qui ont 2 ans, 3 ans, bah, on allait très vite parce qu'on a commencé, en fait, avec ce canal indirect où tu es obligé de donner des réponses, tu vois. Clairement. Et tu vois, moi, j'ai tourné un épisode là avant toi et qui sortira bientôt là sur justement tout ce qui est écosystème marketing, où j'avais quelqu'un donc Will Taylor, qui m'expliquait que bah, tu vois, un client, il a à peu près 28 points de contact, etc. Et il y en a 4 seulement que tu peux adresser en direct. Ouais, donc ça te montre aussi toute la puissance, si tu veux, de ton écosystème et un peu ce que tu viens de dire là, en fait, créer du contenu. Parfois, c'est juste ça, mais en fait, tu vas déjà, toi, apprendre aussi, avoir des objections, mieux cibler ton ICP et vraiment construire quelque chose de fort. Et donc, moi, quand je fais du partenariat, je m'associe vraiment à ça. C'est aussi aller travailler l'écosystème dans son entièreté, aussi avec du marketing qui, pour moi, a un rôle clé à jouer là-dessus, quoi. Pour moi, même central, parce que, tu vois, par exemple, là, je pense à un apporteur d'affaires, parce que aussi, également, ce qu'on a tenté, c'est tous les consultants d'IA. Alors, qui étaient des consultants automatisation, qui sont transformés en consultants d'IA, et qui sont dans les boîtes et qui connaissent les boîtes pendant je ne sais pas combien de temps. Et un des problèmes de l'IA aujourd'hui, c'est que les boîtes se disent, bon, on sait, il y a plein d'outils, on sait qu'on peut faire plein de choses, mais ils ont un problème d'orchestration.
qu'est-ce que je mets en place et pourquoi je le fais. Et donc, les gens qui sont dans la meilleure posture pour ça, c'est les consultants à qui ils font déjà confiance. Et donc, nous, l'idée, c'est que généralement, les consultants ont plein d'outils et on leur dit, écoute, dans ta boîte d'outils, rajoute-nous. Et voilà ce que nous, on est capable de faire. Ça a pas mal marché avec 2-3 consultants, plus que ça, mais il y en a un qui nous a apporté un très, très gros lead. Et pour te donner un petit peu une idée, on est sur des paniers qui vont très vite entre 100 et 1 million. Quoi. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, on a un partenaire qui nous rapporte quelqu'un, c'est solide. Ouais. C'est solide. Du coup, tu vois, cette personne-là, en discutant avec toi, en parlant de cette partie marketing, là, tu vois, je me disais, mais en fait, cette personne-là, là, en fait, on était avant les vacances, on a fait un rendez-vous qui s'est super bien passé, le client a envie d'avancer, moi, j'ai apporté ce que je pouvais apporter. Mais on sait qu'à un moment donné, c'est pas toi qui vas devoir faire la relance directe, parce qu'autrement, tu vas commencer à être un peu chiant. Et donc, du coup, tu vas essayer d'intégrer, en fait, le partenaire, etc., en disant, en fait, est-ce que tu peux relancer ? Mais en fait, si tu lui dis, comme tes sales, relance, il va relancer une fois. Il y a de grandes chances aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'il n'ait pas de réponse tout de suite parce que les boîtes ont 1 milliard d'autres choses à faire que de te répondre. Du coup, en fait, cette personne-là, c'est moi qui dois anticiper, lui dire, en fait, quel contenu je peux t'apporter pour que tu sois à l'aise pour relancer et que tu ne sois pas dans une posture, non mais attends, je ne vais pas relancer à appeler, c'est bon, j'ai envoyé un message, j'ai envoyé un texto, je ne vais pas, etc. Et je pense qu'en fait, tu vois, c'est de la même manière que nous, en tant que commercial, on peut se trouver bloqué parce qu'on n'a pas de contenu. Et donc, du coup, c'est à moi aussi de réfléchir avec les fondateurs, de dire, OK, ce partenaire-là, s'il doit faire 4-5 relances, comment je peux, en fait, aussi également le mettre dans une bonne posture et qu'il soit aussi fier de se dire, écoute, je t'apporte un contenu, je t'apporte un podcast, je t'apporte un article, je t'apporte un truc, et que ce soit pas le gars... Bonjour. Voilà, tu vois, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais c'est central. Et bon, pour moi, c'est central pour... Aujourd'hui, partout, ce que je dis justement, malheureusement, c'est que je trouve qu'il y a... C'est vrai que tu parlais d'une boîte canadienne, mais je trouve qu'en France, il y a très peu d'équipes comme marketing qui ont ça en tête, qui sont capables de se dire je ne crée pas du contenu en dehors juste pour la brand et juste pour générer des leads. Je suis aussi en capacité de créer du contenu pour mes commerciaux, pour être bon en nurturing. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est de l'engagement. Déjà, quand tu es en direct, tu dois engager les gens sur la durée. Je ne sais pas si tu connais ce chiffre, mais j'imagine 70% des deals, tu ne les signes pas. Donc, notre exercice pour pouvoir générer du chiffre, c'est d'engager les gens dans la durée pour être top of mind. Tu peux pas les engager juste en leur disant on s'est parlé il y a 3 mois, où vous en êtes, je pense que ce serait pas mal qu'on reprenne nos échanges. Ça marche une fois, ça marche pas 2 fois, 3 fois. Et donc c'est pareil pour les partenaires. C'est-à-dire que tu dois à la fois c'est pour ça que je trouve que c'est complexe. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'équipe dédiée dans les boîtes encore en France. C'est-à-dire que tu dois à la fois du coup engager sur la durée ton partenaire pour qu'il t'ait en tête, pour qu'il t'apprécie, pour qu'il trouve que tu es sérieux et qu'il ait envie de te recommander, mais en même temps, l'aider à garder engagé les gens avec lesquels il te met en relation. Parce que parfois, c'est lui qui est encore central, en fait, dans ta relation. Pas toujours. Il y a des fois où... et parfois, c'est dit par le partenaire, à partir du moment où je te donne un deal, c'est toi qui te débrouilles. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais c'est pas toujours comme ça, parce que parfois, en fait, il y a des partenariats où on va, du coup, travailler ensemble. C'est une offre commune. Donc, lui... est aussi central en fait dans la vente. Et surtout, tu vois, sur de la vente complexe, sur ce que tu abordes, c'est vrai que quand tu es en direct, c'est top parce que c'est toi qui maîtrises les éléments. Mais tu vois, moi, en 2018, je travaillais pour une société là, dans des services financiers. Et mes cycles de vente, j'étais sur des deals enterprise et c'était à peu près 18 mois. Quoi. Donc c'était long. J'avais pas beaucoup de deals, j'en signais peut-être 1 ou 2 par an. Et donc, tu vois, en termes de pression ou autre, c'est quelque chose. Et c'est là où, en fait, où je me suis rendu compte aussi que moi, je voulais plonger à fond là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais 3-4 intégrations. Sans ça, je ne pouvais pas rentrer chez mon client. Donc, ça veut dire que c'est du partenariat et en même temps, c'est du conseil. Ils sont déjà fournisseurs chez eux. Et donc, je trouve, en tout cas, sur de la vente complexe, sur des deals enterprise, tu ne peux pas réussir sans partenaire, sans intégration. Et même, je vais plus loin, si tu veux, c'est que je trouve parfois, il y a beaucoup de deals chez les sales dans le pipe. Et en fait, tu fais un R1, c'est génial, il y a une belle opportunité, etc. Et en fait, tu vois, si tu mappais ton écosystème autour de toi, tu te rendrais compte que peut-être l'intégrateur, tu vois, c'est pas celui avec qui tu as l'habitude de travailler, donc il faut construire une relation. Ou alors, il y a telle personne dans l'écosystème, il te manque une intégration. Et en fait, une fois que tu as mappé tout ça, je trouve que tu es encore plus serein à te dire, là, je peux y aller à fond. Ou alors, je fais no-go rapidement. Donc, un peu, ça revient à ce que tu disais sur les partenariats tout à l'heure.
je les attaque, mais en fait, j'élimine vite aussi mes opportunités pour vraiment me concentrer sur celles qui vont vraiment ramener du business, quoi. Exactement. Et en fait, moi, ce que tu dis, c'est que il y a tellement de deals quand tu es sales qui stagnent. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le principal ennemi des commerciaux, c'est l'indécision, plus que le fait de ne pas avoir, parce qu'on parle évidemment du contexte, hein, mais moi, par exemple, comme je t'ai dit, ça m'a fait tilt alors que ça a l'air évident. Mais dernièrement, j'étais en train de m'acharner sur une target. J'étais sûre, en fait. Je me disais, mais en fait, c'est notre ICP, c'est clair, ils ont besoin de nous. Je vois exactement comment ils peuvent intégrer notre solution. En plus, on a un use case qui est plus ou moins proche, etc. En fait, quand tu as un partenaire qui te dit, en fait, je te dis clairement, la culture de la boîte, c'est mort. Ils n'utilisent pas de l'externe. Pratiquement jamais. Et les seules fois qu'ils le font, c'est si tu as des gens en interne qui sont suffisamment influents pour appuyer sur tel levier. Déjà, en fait, il me permet de ne pas faire perdre mon temps. Deuxièmement, il connaît ce prospect et donc, du coup, il peut me dire en fait qui peut vraiment influencer. Et en fait, il y a plein de deals qui stagnent. En fait, c'est pas une question de ton produit qui est pas bon, c'est pas une question de technique, même si on a envie de vendre nos prestations, donc on dit que t'es peut-être pas bon en vente. Parfois, c'est juste une question d'influence. Tu manques en fait d'influence. Et les partenariats, c'est ça. C'est principalement comment des gens vont influencer. Et ça, c'est un truc qu'Alexandre m'a dit et que j'ai retenu. C'est qu'en fait, plus tu as une stratégie de partenariat solide, plus tu as plein de gens qui vont commencer à parler de toi. Et donc, si tu as différents types de partenariats, produits ou apports d'affaires, peu importe, tu vas avoir plusieurs forces en fait qui vont jouer pour toi et qui vont te permettre en fait d'avancer tes deals plus facilement, quoi. Ouais, très clairement. Et tu vois, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les partenariats, c'est mesurer l'influence qu'on t'amène aussi, parce que souvent on est sur de l'attribution et donc il y a toujours un peu, alors ça dépend comment c'est tes KPI dans la boîte aussi, mais tu peux avoir cette guéguerre en disant non, le lead il vient de moi, etc. Exactement. Si je dirais, pour moi en tout cas, tu mesures et t'incentives comme ça, ce qui est selon moi une erreur. Quand tu pars sur quelque chose de peut-être d'un peu plus global, tu vois, mesurer peut-être du revenu de manière générale et donc impliquer tout le monde sur un même objectif, en fait, ton attribution, c'est cool de la savoir, je trouve, pour comprendre comment bien faire les choses. Mais en fait, derrière, savoir que ça vient de tel endroit ou tel endroit, on sait qu'aujourd'hui, ton client, il va consommer un contenu, comme tu as dit, un podcast, il va parler à 3-4 partenaires, à ton sales. Et donc, finalement, c'est ça, c'est de te dire comment tu influences réellement ton cycle de vente et qu'est-ce qui va influencer ton client. Exactement. D'ailleurs, c'est un truc que j'aurais jamais pensé dire un jour, mais je pense qu'aujourd'hui, la question de l'attribution, parce qu'avant, j'étais très... En plus, forcément, tu es sur la partie sales. Moi, je viens d'une génération où il y a eu quand même beaucoup la guerre sur le marketing avant que je devienne assez bonne au marketing, on va dire, mais... et du coup, tu avais besoin de valider en fait un petit peu ton impact en fait dans les boîtes en disant écoute, c'est simple, la boîte a fait X millions, c'est moi en fait, voilà, tu vois. Aujourd'hui, dans un contexte où voilà, les cycles de vente s'allongent, c'est plus complexe de vendre, etc. Oui, aujourd'hui, tu as une équipe revenu qui va mêler à la fois le marketing, le sales, le partenariat, même le Customer Success Management, en tout cas pour les boîtes qui ont une vraie stratégie d'account management. Et donc, toutes ces personnes-là vont agir. Et je crois qu'il y avait un chiffre, je ne l'ai plus exactement, donc je ne vais pas le nommer, mais il est assez élevé, où en fait, aujourd'hui, le temps que passe une boîte à décider seule des solutions qu'elle va prendre, il est énorme. C'est-à-dire que toi, tu arrives un peu en bout de course. Et ce temps-là, en fait, je crois que c'était proche des 60%, 70%, c'est un contenu. C'est une influence, une personne qui a entendu parler de toi, et donc c'est potentiellement un partenaire. Et donc voilà, donc en fait, quand tu arrives, la personne elle dit j'ai pris lui. Maintenant, je vais aller parler avec un sales qui va me conforter. Est-ce que le plan de succès qu'il me propose, j'y crois pas? En fait, aujourd'hui, notre métier, en termes de closing, ce que je dis, c'est qu'avant, on était très, très, très important. Les gens vont penser bizarre que je dise ça, mais c'est la réalité. Très, très, très important. Et aujourd'hui, on est important. Mais on est aussi important que le market, on est aussi important que le parti partenariat. Et c'est pour ça que depuis que je mets mon nez dedans sur la partie partenariat, je me dis, mais en fait, toutes les boîtes devraient avoir un département dédié partenariat. Et même si ton département, pendant 1 an, t'es pas capable de mettre un chiffre en disant, il m'apporte ça, en fait, sur ton cycle de vente, il va avoir, parce que c'est bien fait, évidemment,
va avoir une influence, il va avoir quelque chose en fait qui va se passer. Et ça peut jouer dans la réduction de ton cycle de vente. Et ça, en fait, c'est très compliqué en fait de mesurer la réduction du cycle de vente. Je mets au défi pas mal de boîtes de me dire, écoute, est-ce que tu es capable de me dire, quand tu as mis telle ou telle action, ton cycle de... Déjà, les gens, ils savent pas forcément le coût de leur CAC. Donc, là, le temps, ils peuvent te dire, oui, c'est 2 mois, 3 mois, mais qu'est-ce qui va jouer dans l'influence que ça se réduit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, voilà. Moi, je sais, là, par exemple, typiquement... que les partenariats notamment avec soit des pôles de compétitivité, soit des apporteurs d'affaires, soit des intégrateurs, etc. En fait, ça a augmenté ma capacité de générer des leads. On y serait encore, en fait, si on n'avait pas pris cette stratégie-là, quoi. Et donc là, ouais, tu as cette capacité à générer vraiment des leads de qualité. Et après, dans la vente, donc toi, quand tu commences à engager du coup avec ce qu'on t'a envoyé, comment tu les utilises, ces partenaires-là aussi, pour justement t'influencer? Jusqu'à quel point tu vas loin avec eux? Moi, en fait, je pense que dans le closing, le plus important, c'est les intents que tu peux avoir. Il y a des intents que tu pourras jamais avoir, ce que j'aime des triggers, peu importe comment on l'appelle, avec des outils ou même avec une conversation, parce que les gens, et ça il faut en avoir très conscience, je suis assez humble là-dessus, tu peux être le meilleur sales du monde, la personne en face, il y a toujours une part qu'elle ne te dira pas, parce qu'elle n'a pas encore la confiance. La confiance, ça se construit, et parfois, d'ailleurs c'est pour ça que je pense que les gens qui ont la meilleure information, c'est souvent les Customer Success Managers, où toi tu as closé le deal, et tu pensais être certain de pourquoi tu as closé le deal, et le Customer Success Manager me dit « mais en fait, c'était pas vraiment ça. » En fait. Il t'a dit ça, mais en vrai, la réelle raison pour laquelle il a acheté, c'est parce que ça. Et parfois, c'est un peu, entre guillemets, sombre, tu vois, le truc. Et c'était quelque chose qui n'était pas avouable. Et il va l'avouer au Customer Success, parce que ça y est, il est dans la machine, etc. etc. Et donc, c'est un peu pareil, en fait, pour moi, dans la partie partenariat. C'est là où je vais utiliser, en fait, le partenaire. Là, par exemple, typiquement, pour un gros deal avec une boîte retail, actuellement... le partenaire, le consultant, il est central pour que je puisse comprendre, en fait, c'est poser la question, écoute, comment ils fonctionnent, comment ils prennent la décision en interne. Quand je pose la question, en fait, en direct sur un rendez-vous, il me dit, oui, non, là, on la prend vite, j'ai juste besoin de ça, etc. etc. Oh, non, toi, ça fait 6 mois, 1 an que tu es dans la boîte. Ils prennent comment la décision? Est-ce qu'ils ont des réunions régulières? Qu'est-ce qui va compter? Et en fait, lui, il est capable de dire, écoute, en fait, ça va aller vite. Par contre, il faut que tu aies ça. Et moi, ça me permet en fait d'alimenter, soit d'être beaucoup plus rigoureuse sur ma proposition commerciale. Là, en l'occurrence, par exemple, ce qu'il m'avait vraiment dit de manière très précise, c'est qu'il faut que tu sois vraiment très didactique, parce qu'en fait, lui, il va pas prendre forcément le temps de parler en fait aux autres parties prenantes, de leur présenter le truc. Il va leur forwarder le truc. Donc, en fait, cette information elle est minime, mais elle me permet en fait de dire, ok, mon mail, il faut que n'importe qui le lise, il comprenne pourquoi je parle, pourquoi maintenant, pourquoi ils doivent répondre, et pourquoi c'est pas un sujet à déprioriser, tu vois. Donc, ça crée un mail complètement différent que si j'avais pas cette information, où j'aurais dit, suite à notre échange, on s'est dit que c'était intéressant ce truc-là, donc voilà les informations. Là, je suis morte, parce qu'ils partagent le truc, les mecs ils font, bon, ok, allez, poubelle, j'ai autre chose à faire, surtout en septembre. Donc voilà, donc, tu vois, ça va être vraiment sur... En fait, c'est quoi les critères de décision qui sont importants pour eux? Comment ils prennent leurs décisions? Un truc très important, les antagonismes. Je parle beaucoup de ça, en fait. C'est quoi les antagonismes dans la boîte? Qui a intérêt à ce que ça ne marche pas? Ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'une solution avance. Et surtout sur l'IA. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est irrationnel ou pas, mais les gens se disent, en fait, ça prend mon job. Et franchement, je jette la pierre à personne, mais moi, je me dis, est-ce que demain, j'aurai un job? Voilà, vu comment ça va super vite. Donc, c'est normal que dans les boîtes, les gens se posent la question. Et donc, du coup, en fait, c'est important. C'est important aussi de voir quand tu... je sais pas si tu connais cette stat, mais on dit que tu as plus de chances de signer quand ta solution intègre plusieurs départements. Typiquement, si tu as une solution qui sert à la fois le département commercial, le département marketing ou le département produit, tu as plus de chances d'avancer. Mais par contre, tu as plus de personnes qui sont impliquées dans la décision. Et par contre, tu peux avoir 2 personnes qui ont des intérêts opposés. Ça, pour moi, c'est intéressant de le savoir. Et donc, par exemple, ça, c'est des informations qu'un partenaire peut te dire. Dire, écoute, avec cette personne-là, je pense qu'il y aura 0 problème. Il a intérêt
à y aller parce qu'en ce moment, il a envie de... En fait, ça me permet aussi également d'avoir les impacts un peu émotionnels et qui ne sont pas les impacts juste rationnels. Je veux gagner plus d'argent, je veux gagner du temps, etc. Plus, c'est quoi son enjeu dans la boîte, qu'est-ce qu'il a envie de réussir, etc. Ça me permet en fait un peu d'avoir ces éléments-là que j'aurais jamais dans une conversation. Faut être honnête. Ouais. Pourtant, je pense que je suis assez bonne en closing, mais il y a des choses que les gens ne te disent pas, il y a des objections cachées, et il y a des moments où tu arrives à te déceler, il y a des moments où tu n'y arrives pas, quoi. Ouais, clairement, moi je te rejoins, enfin, tu vois, sur... alors moi, quand je te parlais, tu vois, des deals d'enterprise que j'ai tout à l'heure, la boîte dans laquelle j'étais, il y avait une méthodologie qui s'appelait Myler Heyman, qui permettait de, tu vois, un peu comme du Médic ou autre, enfin, tu vois, vraiment calibrer son opportunité et calibrer un peu l'écosystème et qui avait à l'intérieur de chez le client. Et en fait, comme tu as dit, tu vois, il y avait notamment cette notation où tu dis, bah tiens, lui c'est mon coach, lui c'est mon champion, lui, ah non, lui c'est mon réfractaire ou autre. Et donc, parfois, tu en as plusieurs. Et même parfois, tu penses savoir des choses. Et en fait, ton partenaire te dit, mais en fait, là, tu es en train de bien te planter. Parce que lui, finalement, il est très important dans la décision. Et moi, j'avais le cas, tu vois, avec un directeur des services partagés sur de la comptabilité qui était très influent aussi. Mais il se reposait. Il avait entière confiance aussi à quelqu'un dans son équipe qui, du coup, lui disait, bah attends, non, si lui, attends, ta solution, elle est nulle ou autre, bah c'était foutu, quoi. Et donc, le fait de savoir ça, bah, après, tu peux rentrer aussi en contact avec lui, travailler sur pour le coup, c'était sur de la qualité de données, et ça change tout. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas su. J'ai posé des questions, hein, tu vois, et donc c'est là où je dis, parfois, oui, il faut creuser les pains, etc. Certes, mais à un moment, tu arrives à une limite d'un nombre de questions, d'objections et de confiance. Exactement. On va dire qu'une discussion, c'est... Parce que parfois, quand on voit sur LinkedIn, c'est normal, on parle de comment faire pour closer un deal, donc on va donner... Mais bon, la vie de sales, c'est de la vraie vie, donc il y a des moments où tu as une conversation avec quelqu'un, tu l'agaces, quoi. Tu creuses. Bon, écoute, là, tu vas trop loin. J'ai pas envie de te répondre. Et c'est la vie. Et tu pourras faire tout ce que tu veux, tu l'auras pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où, là, avec cette boîte en particulier, ça m'arrive de me dire ce que j'aurais pas fait, ce que je fais rarement dans un autre cas, mais de me dire, OK, là, il me manque une information, mais c'est pas grave, je pense que je peux l'avoir, en fait, avec mon partenaire. Je lui passerai un coup de fil et je pourrai l'avoir, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, typiquement, ça m'est arrivé, du coup, justement, sur un call, où généralement, moi, j'aime bien connaître les critères de décision. Et là, en fait, parfois, le call, il va trop vite. La personne en face, tu sens qu'elle a un autre sujet. C'est la période avant les congés, c'est horrible, les rendez-vous commerciaux. Les gens, ils sont en mode genre, j'ai des milliards de choses à faire, je veux partir en vacances, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, tu vois, genre, un truc, en temps normal, j'aurais pas lâché. Mais là, je me dis, en plus, le partenaire était présent dans le rendez-vous. Je me dis, bon, bah voilà, en fait... tu le sauras. Je le saurai, j'aurai l'information. Et donc, du coup, ça te permet, en fait, de te focaliser sur... Qu'est-ce qui est vraiment important que je sache, en fait. Et du coup, ça te permet, en fait, aussi de reconfigurer, en fait, un petit peu, peu importe la solution, enfin, le framework que tu utilises, Médic ou Spice, ou peu importe, mais me dire, bon, en fait, là, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'impact qu'ils cherchent, etc., parce que ça, pour le coup, le partenaire peut avoir une idée, mais peut-être pas les subtilités. Mais par contre, sur les critères de décision, bon, si mon partenaire, ça fait 3 ans qu'il bosse avec, bon, il connaît un petit peu, il a déjà implémenté des solutions, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le partenaire, généralement, il a déjà implémenté des solutions. Donc, tu as quand même pas mal d'informations sur les erreurs qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu as le droit à des chances ou pas quand ça marche? Parce que quand tu as une boîte early stage, bon... il y a des moments où tu cartonnes et puis il y a des moments où il y a des petits problèmes, quoi. Tu vois, c'est normal, il faut être honnête. C'est important, tu vois, de dire, écoute, est-ce que là, ce client-là, il est OK pour tester si c'est pas complètement parfait, etc. Et tu as des gens qui disent, non, en fait, c'est quoi, ce client-là, faut que ça marche. Si ça marche pas tout de suite, tu vas te griller. Du coup, ça te permet de toi te dire, écoute, j'y vais pas. Ou bien, je suis très clair avec le client, écoutez, vous n'avez pas envie de vous planter. Bon, moi, je vous dis pas qu'il y a 100% de chances qu'on réussisse, quoi, tu vois. Donc non, clairement, c'est une mine d'or d'informations. Pour moi, c'est vraiment tous les signaux d'achat, tu peux les avoir grâce à... Enfin, une grosse partie des signaux d'achat que tu n'auras jamais avec. Tu peux prendre tous les outils inimaginables, et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y en a plein. Mais tu peux... Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais aux sales, toi, tu vois, dans une société qui ont peut-être déjà des partenariats, mais pour s'impliquer dedans, ce serait quoi ta recommandation pour eux? En fait, c'est le point le plus compliqué que je trouve, parce que à partir du moment où, en fait, c'est pas très clair. Par exemple, là, dans la configuration de la boîte, moi, je suis sales full cycle, et donc je dois générer des leads et je dois les closer. Donc, je choisis un canal d'acquisition qui est les partenariats. Le problème, c'est que, en fait, c'est comme des leads directs. Il y a une liste de segmentation qui t'attaque, qui tu gères, comment tu gères, etc. Il ne faut pas que l'autre parle avec un autre sales, parle avec un partenaire, etc., etc. Donc,
En fait, pour moi, j'ai envie de dire que là, par exemple, moi, là, je suis dans le cadre d'une mission. Si on va... Enfin, là, en fait, c'est un peu ça qui va se dessiner, mais en gros, que ce canal-là, on l'a bien structuré, on comprend les partenariats, etc. Moi, ma reco pour le client, c'est que tu prends un directeur partenariat, tu recrutes ce directeur partenariat, il aura des sales. Alors, soit, effectivement, tu vois, il a des gens qui s'occupent que de la partie partenariat, soit ils utilisent des sales, mais leurs temps doivent être bien définis. Donc, c'est pas, tu leur demandes de faire le feu, l'eau, etc. Et en plus, les partenariats, c'est que tu es OK pour dire qu'en fait, les partenariats, c'est mon canal. En fait, c'est un peu ça que je vous dis. Le partenariat, c'est mon canal prioritaire. Okay. Là, dans le cas de cette boîte-là, c'est le cas. Si demain, je dis pas qu'il faut pas qu'on teste d'autres choses. J'ai des idées, notamment sur la partie email, etc. Mais pour moi, c'est secondaire, c'est du plus. Il y a la partie dimension événementielle. Par exemple, un des fondateurs m'a dit, il y a tel ou tel événement, est-ce qu'on y va ? En fait, si ça empiète sur le temps qu'on met dans l'engagement des partenariats, si ça ne nous permet pas de rencontrer des partenaires, non, on n'y va pas, quoi, parce que c'est pas un canal aujourd'hui qui nous a prouvé que ça nous apporte en fait des deals. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ouais. C'est un peu pour moi de voir en fait quelle place, parce qu'il y a des boîtes pour lesquelles le partenariat, c'est un canal, mais c'est pas le prioritaire. Parfois, il y a des gens, ils vont plus générer des leads avec du paid. En fait, voilà. Donc pour moi, ça dépend vraiment de ça. Après, je sais que là, tu vois, typiquement, il y aura des enjeux. Alors peut-être que je vais trop vite, mais il y a des partenariats pour lesquels je pense que les sales vont être très bons, parce que c'est un métier de sales. Mais à partir du moment où la boîte va aller sur des partenariats purs produits, là, il faut des gens qui sont produits. Enfin, tu vois, et parfois, c'est des profils tech. Donc, tu disais, parfois, on doit se servir de pas mal de gens dans la boîte. On pense partenariat, on pense vente, on pense sales, mais on peut penser marketing. Mais il y a aussi parfois les gens qui peuvent animer ça. Moi, par exemple, sur ce segment-là, parfois, il y a des moments où c'est le CTO qui décide globalement, qui va dire au métier, est-ce que c'est des ozos ou est-ce que c'est pas des ozos, globalement. Moi, je suis pas... j'ai pas fait de tech, j'ai des notions, etc. Du coup, il me faut en fait quelqu'un qui soit là et qui sache répondre aux problématiques techniques, comment on fait ça, etc. etc. Moi, je présage qu'à partir du moment où on va choisir plutôt la partie partenariat produit, il faudra un type spécifique de profil. C'est comme disait Alexandre, il a des gens parfois qui sont spécialisés sur un sujet parce qu'ils ont identifié que ce type de partenariat, ça a rapporté du lead. Voilà. Donc là, je suis plutôt à une phase où j'essaie de tester tout, évidemment de mesurer l'impact. J'ai à peu près une idée de ceux qui vont être les plus porteurs, mais je peux avoir des surprises. Et je trouve ça intéressant que tu dis, et tu n'es pas le seul à me le dire, c'est de générer un maximum de conversations avec des partenaires spécifiques pour en fait avoir une vraie conviction de me dire, voilà, les partenariats que je vais privilégier, c'est ceux-là. Ouais, exactement. Non, mais pour bien, ce qu'on appelle l'IPP, donc le profil de partenaire idéal, vraiment avoir quelque chose de très carré, quoi, en le faisant comme ça. Mais par rapport, tu vois, à ce que tu dis, c'est je reviens à ce que je disais au début aussi, c'est la porosité des partenariats. Et donc, tu vois, c'est là parfois où moi je vois un manque aussi. Je pense, c'est en tout cas une position. Forcément, je défends aussi mon bout de gras, mais qui doit être assez haute pour moi dans une société, limite niveau COMEX. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, derrière, comme tu as dit, je veux dire, il y a des moments, qu'est-ce que tu fais avec ce partenaire ? Peut-être que tu vois, tu as des ambitions d'avoir un produit un peu plus étoffé. Est-ce que tu build ? Est-ce que tu buy ? Ou est-ce que tu partenaires ? Ça, du coup, si tu as une position assez haute, tu peux aussi influencer en interne. L'équipe produit, l'équipe de direction, la vision du produit. Parce qu'en fait, effectivement, tu vois, genre, il y a... On a beaucoup parlé de la capacité du partenariat de nous aider à réduire les cycles de vente, etc. Mais ça t'aide aussi également à avoir un produit qui a un bon positionnement et parce que la vente, ça commence déjà par avoir le bon produit. Les partenaires te donnent aussi également une vitrine, en fait, une vision de quoi ont besoin tes clients, quoi. Donc, en temps réel, et ça va très vite en ce moment. Ça va même trop vite, je trouve. Mais, et du coup, voilà. Et donc, effectivement, moi, je pense que si tu as un truc où le partenariat, c'est un peu de côté, et puis on leur parle juste quand ils doivent générer des leads, ça peut pas marcher, en fait. Parce que ça se trouve, en fait, ton responsable partenariat ou ton directeur partenariat, il a une information sur un add-on, peu importe si c'est un SaaS ou un service complémentaire à mettre en place. Et en fait, le dirigeant, il doit l'entendre, ça. Parce qu'il doit se dire, j'y vais, c'est trop tôt, c'est court terme, c'est moyen terme, c'est long terme, tu vois. Là, en l'occurrence, par exemple, on a la possibilité, par exemple, d'intégration avec des produits. Le fondateur, il a dit, c'est quelque chose que j'ai en tête,
mais c'est pas pour maintenant, tu vois. Donc, tu élimines ce truc-là, mais là, c'est facile parce que c'est moi qui lui parle directement, mais demain, tu as une boîte qui est beaucoup plus grosse. Effectivement, je pense que... Moi, c'est un des premiers trucs que je fais, en tout cas, quand j'arrive en mission, c'est que je parle avec tout le monde et je vois un petit peu où je peux aller, quoi. Parce que, comme tu as dit, s'il y a besoin d'intégration et que je vois que, tu vois, tu as un backlog assez chargé, je vais pas aller là-dessus, quoi. Donc, je vais aller sur d'autres typologies de partenaires. Ça, c'est hyper important, effectivement. Donc ça, pour moi, c'est en tout cas un élément qui... Par contre, tu me parlais de sales. Je trouve que ce qui est complexe, je l'ai pas encore craqué, ce truc-là. Pour l'instant, on utilise Salesforce. Donc, on utilise le CRM qu'on utilise aussi pour les boîtes en direct. C'est la dimension outil. Alors ça, je sais qu'Alexandre m'avait dit, en fait, fais simple, même avec un Excel, c'est bon au départ et tout. Mais je trouve que c'est un exercice de gérer à la fois ces deals et aussi également la partenariat sur la partie engagement, les activités, etc. Je sais qu'il y a des outils qui sont spécifiques. On est trop, je trouve, trop tôt aujourd'hui pour pouvoir mettre en place une machine. Mais en tout cas, je pense que pour une équipe commerciale, il faut essayer aussi également, tu vois, pour des sales, de leur donner un cadre, en fait. Comment tu gères, en fait, les partenariats, où t'en es, c'est quoi le pipeline de partenaires. Donc moi, je l'ai fait en fait de manière un peu intuitive. Mais tu vois, des sales qui sont pas en position de direction, qui n'ont pas mis en place, qui n'ont pas structuré, etc., c'est peut-être pas naturel. Et donc, je pense qu'il faut aussi apporter un cadre là-dessus. Donc, qui doit le faire, ça, Ouais, après, tu vois, tu as des outils, peut-être tu as utilisé des crossbeam, enfin, ça pour, en tout cas, mapper ton écosystème et en tout cas comparer les CRM de deux sociétés. Et pour les sales, ça leur permet d'avoir aussi une vision très concrète et de les impliquer aussi beaucoup plus auprès des partenaires. Après, tu vois, je vais en parler, mais il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Nathan Poisson de Co-Selling, qui en gros, lui s'est dit, pour moi, tout se passe dans le CRM. Et donc, au lieu de créer un SaaS au milieu de tout ça, en fait, je vais juste faire quelque chose de tech et connecter en fait les deux CRM ensemble. Donc tu as HubSpot, tu as Salesforce, en gros, si tu peux t'envoyer de l'information depuis les deux, générer des reporting, et donc tu as des vues qui sont très ciblées. Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant parce que tu sors pas de ta stack existante, et donc tu vois, en termes de financement, d'engagement vers un nouvel outil, ça peut être parfois douloureux et long à mettre en place. Et même d'engagement et des collaborateurs sur un nouvel outil, c'est déjà un sujet. Donc, si tu en rajoutes un... Voilà, et donc sur ça, tu vois, moi, je vois vraiment une grosse valeur ajoutée aussi de pouvoir utiliser des choses où ils vont te garder dans l'environnement et tu peux échanger de l'information, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as des choses dont tu aimerais parler sur les partenariats En fait, j'en ai dit beaucoup, je crois. J'étais assez bavarde. Écoute, non, je pense que j'ai dit à peu près la majorité de ce que, en tout cas, du partage que je voulais faire et d'expérience. Là, en réalité, au début, c'est très prometteur parce que ça nous génère vraiment des leads assez facilement. Là, mon pipe a pris des couleurs grâce à la partie partenariat, donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout qu'en fait, au-delà de prendre des couleurs, en fait, on est sur des deals qui avancent, ça fait plaisir, ça donne envie, etc. Donc voilà. En tout cas, je pense que ce que je retiens en fait de cette expérience-là, c'est par contre un truc qui parfois peut être contre-intuitif, c'est d'un côté, il faut structurer, mais d'un côté, faut y aller en fait, parce que c'est quand même, il y a quand même une dimension d'informel aussi également de la partie partenariat qu'il n'y a pas dans la partie directe où beaucoup de formel en fait. Et donc, tu vois, par exemple, je vais te poser la question, est-ce que ça vaut le coup de signer des contrats avec tout le monde ? Bon, tu vois, il y a des gens avec qui on n'a pas de contrat et en fait, ça avance, etc. Donc, c'est toujours en fait, tu vois, avancer sur la part d'informel et la part de formel. Dans l'engagement, dans les conversations, il faut que ce soit très formel, etc. Et en même temps, voilà, il faut aussi également montrer que ça marche. Il y a un truc que je vois, c'est qu'il faut aussi montrer beaucoup sa rigueur. Montrer qu'on est sérieux en fait. Ça, c'est un point sur lequel je mets l'emphase de dire parfois on va aller vite, mais la personne elle a juste besoin qu'on démontre qu'on est sérieux, qu'on peut durer, qu'on est patient en fait. C'est plutôt ça, c'est qu'on est patient. Parce qu'en face, tu as quelqu'un qui se dit ouais, en fait, tu veux juste signer, etc. etc. Donc parfois, voilà, il faut. Non, mais je te rejoins parce que c'est en tout cas, ce que tu vends à ton partenaire, c'est justement ta société dans son ensemble. Et donc, si tu te grilles,
tu te grilles auprès de tous ces clients potentiels autour. Et donc, ce mec-là, il veut juste vendre, il est juste en mode one-shot, etc., etc. Il y a quand même une méfiance au départ. Hein. Tu peux dire, oui, synergie, etc. Ok, oui, on a des synergies, mais moi, qui t'aide, tu vois est-ce que tu as juste envie de prendre? Est-ce que moi, je vais vraiment avoir un reward, etc., etc. Donc, pour moi, ça demande de la patience. Et du coup, forcément, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est le meilleur move de proposer, tu vois, les boîtes, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent souvent, quand elles veulent aller sur le partenariat, tu as un directeur commercial qui est orienté chasse, etc., ou responsable commercial, et on va lui donner les partenariats. Bon, déjà, il y a une question de temps, de focus, etc., qui pour moi n'est pas forcément une bonne idée. Mais aussi parfois, en fait, c'est antinomique dans le sens où le closing, le commercial, ça te demande en fait d'être en mode accéléré. Je ne vais pas lâcher, il n'y a pas un moment, etc. Alors que le partenariat, ça te demande quand même en fait d'être... Il faut tu l'as dit, du dynamisme, mais il faut être patient. Il ne faut pas trop brusquer. Il faut être smart dans ses approches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être smart quand on close. Hein. Je veux pas, pas être caricatural, mais ce n'est pas les mêmes énergies. Et donc, du coup, en fait, quand tu as un directeur commercial et que tu es sur les deux, il faut que tu saches ton conscience pour pouvoir ne pas appliquer des techniques que tu appliques sur de la partie closing dans la partie partenariat où tu peux griller, et à l'inverse, être un peu trop patient, un peu trop prendre trop de ton temps, on va dire, sur de la partie chasse, etc., etc. Je sais pas si tu... Ouais, clairement. Enfin, moi, je te rejoins. Tu as été les deux, toi, donc tu vois exactement. Je te rejoins. C'est pas les mêmes énergies. Et même la grosse erreur que, si tu veux, je vois, j'ai vécu et autres, c'est globalement se dire, tiens, je vais faire du partenariat maintenant, et je vais proposer 5 à 10% de ma rémunération contre des leads. Sauf qu'en fait, tu le vois par exemple, je pense dans ton cas, toi, tu n'en as rien à cirer, peut-être qu'un de tes partenaires te propose 5 ou 10% de rémunération face à un lead que tu peux envoyer. Ouais. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire de l'acquisition, c'est de faire du lead, c'est de faire de l'upsell éventuellement ou autre. Et ça, je pense, c'est une énorme erreur, si tu veux, c'est de se dire, tiens, je te passe un template de contrat avec ça ne marche pas. Ouais. Clairement, ce qui marche, c'est donner la visibilité aux gens, donner du lead, donc c'est vraiment du donnant-donnant, et c'est là en fait j'en reviens aussi à mon truc de rationalisation. Moins de partenaires, une base de clients aussi peut-être plus qualitative à travailler avec quelques partenaires, envoyer du vrai lead, et en fait dès que vos partenaires vont générer du revenu, mais en fait c'est à vie, quoi. Je veux dire, ils sont fidélisés derrière parce que même eux vont vouloir continuer de bosser avec vous. Complètement, ouais. Parce qu'en fait c'est pas possible de générer du lead pour je sais pas combien de partenaires, tu vois, et je pense que tu as raison en fait de dire il faut les choisir, parce que si tu en as, je sais pas, si t'en as 200, tu vas pas te faire du donnant-donnant avec 200 personnes, quoi. J'ai des contre-exemples là-dessus, tu vois. Je te prends un exemple de, par exemple, Conto, qui, du coup, aujourd'hui, n'a pas encore son agrément bancaire, et donc, pour faire du financement, fait appel à des partenaires. Donc, on est vraiment sur une features produit qui vient étendre leur service. Bon, là, eux, ils vont envoyer une masse de clients auprès de partenaires financeurs. Donc là, eux, ils ont intérêt à recevoir une commission parce qu'ils envoient du flux. Mais sinon, dans d'autres cas, la majorité de ce que veulent la majorité des boîtes, c'est en tout cas du lead, du new business, et notamment dans des sociétés, je pense, early stage ou en série A, B, enfin, tu as envie de croître vite et de faire du revenu. Complètement. Super. Bon, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon avec ça, c'était super intéressant. Merci pour l'invitation, c'était cool. Avec grand plaisir. Tu m'as dit que du coup, là, tu te focusais beaucoup sur le closing là, pour l'année à venir sur ton podcast. C'est quoi les grands chantiers ou les grandes... justement, mes sujets sur lesquels je vais beaucoup concentrer, on va dire, je pense, même si les choses changent. Donc voilà, mais aujourd'hui, ce que moi j'identifie dans les difficultés et sur lesquelles je veux apporter du contenu, c'est la dimension, toujours, comment on gère l'indécision des prospects. Donc, comment on fait pour réduire ce temps, comment on donne confiance. Donc, ça passe par, effectivement, sur ce que le sales fait, mais aussi par pas mal de choses à côté. Donc, je vais parler aussi comme beaucoup de nurturing, parce que je trouve ça manque beaucoup, en fait, comment tu nurtures, en fait, tes comptes. Il y a plein de comptes qui sont perdus comme ça dans les CRM, alors qu'on va chercher toujours de nouveaux leads, on va chercher plus de pubs, etc. Alors que tu as des gens, en fait, c'est juste que tu sais pas les adresser. Donc, ça va être un premier chantier. Un autre truc que j'identifie, c'est que, comme il y a de plus en plus de gens qui sont impliqués dans les décisions par rapport au contexte économique, parce que les budgets sont plus scrutés, etc., les gens ne veulent pas prendre le risque tout seuls, il y a le niveau d'engagement, comment tu engages les gens. Donc ça, c'est un sujet aussi également sur lequel je vais pas mal parler, parce que ce que je me rends compte, c'est parfois les choses sur lesquelles je peux me heurter, c'est quoi le réel niveau, comment beaucoup de frameworks de vente parle de situation, pain, etc., etc. Mais tu vois, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui sont des nouveaux sujets
qui sont pas dans tes trucs de qualification et qui sont hyper importants. C'est quoi le niveau d'engagement de tes 5, 10 personnes qui vont prendre une décision? Oui. Ça, en fait, tu as quand même pas mal de sujets. Il faut que tu gères l'impact de chaque personne. Il faut que tu gères, c'est quoi leur intérêt propre, leur intérêt, les intérêts qui s'opposent, etc. Donc, je vais quand même pas mal parler de ces sujets-là. Et aussi, également, il y a un peu un truc que j'essaye beaucoup d'apporter dans mes contenus, c'est justement ce côté un peu transverse. D'équipe revenu, c'est-à-dire que, évidemment je suis sales et sales forever, mais je sais qu'aujourd'hui le contenu, le partenariat, il y a plein d'assets en fait qui sont pour moi aujourd'hui ça doit être nos ingrédients et comment on s'en sert de tout ça pour optimiser nos closings. Donc ça va être pas mal des sujets. Donc je vais inviter des gens. J'ai rien que d'ailleurs tu passes dans mon podcast pour parler partenariat. Je vais inviter des gens sur la partie contenu. Donc il y a des gens aujourd'hui, des boîtes sur le marketing qui sont hyper investis avec leurs équipes. Il y a des commerciaux qui bossent énormément avec le marketing. Donc j'ai envie de montrer en fait ces exemples-là et pas des choses un peu ancien monde quoi. Voilà. Super, en tout cas plein de beaux sujets. Merci. Si on veut bosser avec toi ou te contacter, on fait comment? Du coup LinkedIn principalement et puis j'ai un site qui est vendu.fr tout simplement et du coup il y a tout ce que je propose et juste à prendre rendez-vous et puis voilà. Et pour discuter, pour des retours, s'il y a des retours sur l'épisode, s'il y a des gens aussi également qui me donnaient des conseils sur le partenariat, tu pourras m'en donner plein, mais du coup sur LinkedIn. Ok, je pourrais te faire des mises en relation aussi. Je pense que tu serais intéressé. Laetitia Fall, F-A-2-L, voilà, pour te retrouver facilement. Écoutez. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur vente, partenariat, comment on aligne tout ça. C'était un plaisir de t'avoir en tout cas Laetitia à nouveau. Merci. Pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et puis comme souvent, je vous invite à vous abonner, à liker et puis partager cet épisode si vous a été utile. Ça permet de faire connaître le podcast et une petite note 5 étoiles fait toujours plaisir. Et puis à très vite pour un nouvel épisode.